Atteindre une forme finale est l'objectif ultime de tout exorciste, mais le prix de cette puissance est souvent un aller simple vers le cauchemar. Voici les 16 formes finales de Jujutsu Kaisen. Et nous commençons par nul autre que le roi lui-même, Ryomen Sukuna. Le roi des fléaux n'est pas qu'un simple monstre, c'est une force de la nature, qui a débuté comme un enfant affamé dans une ère de ténèbres. Une théorie audacieuse suggère qu'il est né jumeau et qu'il a dévoré son propre frère pour s'accaparer toute la puissance. Cela expliquerait ses 4 bras et ses 2 bouches dans sa forme originelle et véritable. Ayant grandi haï de tous, il est devenu un exorciste vengeur qui a fauché des milliers de vies durant l'âge d'or de l'exorcisme. Il a rencontré un enfant nommé Uraume dans un champ de cadavres gelés et l'a gardé à ses côtés uniquement pour utiliser sa technique de glace afin de conserver ses réserves de viande, demandant même à Uraume s'il savait cuisiner la chair humaine, qu'il considérait comme un mets délicat, illustrant son mépris total pour la vie humaine. Avant de s'éteindre il y a 1000 ans, il a fragmenté son âme en 20 doigts maudits dispersés à travers le monde. Chaque doigt contenait une fraction de son immense énergie occulte, attendant qu'un être courageux ou insensé n'en consomme un. Lorsqu'il a enfin pris possession d'un nouveau corps, il ne s'est pas contenté d'être un invité, il voulait restaurer son identité passée. À la fin de la guerre, il avait consommé 19 de ses propres doigts, ainsi qu'un corps momifié spécial pour recouvrer sa pleine puissance. Sa forme finale est celle d'un colosse musclé de plus de 2 mètres, doté de 4 bras et d'une seconde bouche sur l'abdomen. Cette bouche supplémentaire lui permet de réciter des incantations tout en combattant ou en respirant, un avantage tactique massif. Il possède également une extension du territoire des plus terrifiantes, l'autel démoniaque, capable de réduire en poussière tout ce qui se trouve dans un rayon de 200 mètres en quelques secondes. Beaucoup pensent que sa forme finale prouve qu'il est devenu davantage une relique qu'un être humain. Il n'a même pas besoin d'utiliser le sort inversé pour soigner son corps, car sa forme finale est naturellement parfaite et incroyablement résistante. Il peut stopper une lame à main nue et la briser comme une brindille sans même un regard. Nous avons parlé du roi, passons maintenant à la légende. J'ai nommé Gojo Satoru. L'histoire de Gojo Satoru commence par un événement qui n'arrive qu'une fois tous les 4 siècles, la manifestation simultanée du 6e œil et du pouvoir de l'infini. Dès son premier souffle, le monde de l'exorcisme a basculé, rompant un équilibre ancestral. Sa simple existence était une telle menace que sa tête fut mise à prix pour plus de 100 millions. Mais les chasseurs de primes ont vite déchanté. Même enfant, Satoru dégageait une aura si écrasante qu'un simple regard de sa part suffisait à paralyser de peur ceux qui osaient l'épier, prouvant qu'il n'appartenait pas au commun des mortels. L'un des moments les plus marquants de sa jeunesse reste sa rencontre avec Toji Zenin. Alors que ce dernier tentait de le suivre discrètement, le jeune Satoru l'a repéré instantanément, pétrifiant de stupeur l'assassin. C'était du jamais vu. Toji, malgré sa contrainte céleste qui le rendait totalement indétectable, venait d'être débusqué. C'est là toute la puissance du 6e œil. Il offre à Gojo une vision transcendantale, lui permettant de déchiffrer les flux d'énergie et de décoder n'importe quel sort en un clin d'œil. Celui que l'on surnomme l'Honorable n'est pas devenu un dieu du jour au lendemain. Il a bâti sa légende brique par brique. Il a appris à maîtriser le sort inversé, à dompter l'antagonisme, raide, et a fini par maintenir son infini actif en permanence, se rendant littéralement intouchable. En fusionnant ses pouvoirs, il a donné naissance à l'équivoque, Purple, tout en accomplissant des prouesses que l'on pensait réservées aux théories, enchaîner les rayons noirs comme si c'était naturel, ou se déplacer à une vitesse défiant les lois des barrières. Gojo est l'exception qui confirme chaque règle. Même la lisière du supplice, censée neutraliser n'importe quelle cible sur le champ, a fini par saturer sous son poids, devenant impossible à déplacer. Même Sukuna, le roi des fléaux, a fini par ressentir une émotion qu'il ignorait jusqu'alors, la pression. Leur affrontement au sommet fut le théâtre d'une débauche de puissance sans précédent, alternant entre expansion de territoire et corps à corps brutaux. Si Gojo a fini par tomber, il aura fallu pour cela que Sukuna sorte le grand jeu en invoquant Mahoraga et Agito. Et certains diront même qu'il a bénéficié d'un petit coup de pouce du destin, ou de Gege Akutami. À vous de juger. Parlons maintenant de l'héritier des plus forts. Tandis que le plus puissant des exorcistes tenait la ligne de front, un jeune étudiant découvrait que son âme recelait un pouvoir capable de rivaliser avec les plus puissants. Yuji n'était au départ qu'un lycéen normal, doté d'une force physique hors norme. Mais sa forme finale prouve qu'il était destiné à la grandeur. Une théorie de plus en plus populaire avance que sa mère était en réalité l'exorciste millénaire Kenjaku sous une fausse identité, signifiant que Yuji a été littéralement conçu pour être le réceptacle parfait d'un monstre. Cela expliquerait pourquoi il pouvait courir aussi vite qu'une voiture et battre des records du monde comme si de rien n'était, avant même de connaître l'existence de l'énergie occulte. Lorsqu'il a avalé le premier doigt de Sukuna, il n'est pas mort. Il est devenu la cage du roi des fléaux. Au fil de l'histoire, Yuji a appris à frapper directement l'âme de ses ennemis, rendant ses coups bien plus dévastateurs qu'un impact physique. Il est devenu le maître du rayon noir, un phénomène qui multiplie la puissance d'un coup de manière exponentielle. Il pouvait les enchaîner 4 ou 5 fois d'affilée, laissant même le roi des fléaux désemparé.
Lors de la bataille finale, Yuji a fait un bond prodigieux. Il a appris le sort inversé pour soigner les lacérations de Sukuna, ainsi que le territoire simple, appris via un échange d'âmes avec Kusakabe, pour contrer les attaques garanties. Il a même activé son propre territoire face à l'hôtel maléfique de Sukuna. Son extension de territoire, que certains appellent le territoire natal, plonge l'ennemi dans une version enneigée de sa ville d'enfance. Sous des décors paisibles, c'est un piège mortel où Yuji peut déchiqueter l'âme de son adversaire sans même le toucher. Dans la suite JJK Mojulo, se déroulant 68 ans plus tard, on apprend que Yuji est devenu immortel et est considéré comme le plus fort de l'humanité. Sa maîtrise des techniques de manipulation du sang a atteint un niveau inédit, et une seule de ses dissections peuvent raser une ville. On peut clairement dire qu'il a atteint son apogée. La bataille pour le monde ne concernait pas seulement les garçons. Une fille armée d'un marteau a montré qu'elle était prête à tout sacrifier pour la victoire. Nobara a toujours été une fille de caractère venant d'un petit village, mais sa forme finale est ce qui a fait d'elle une légende. Utilisant son marteau et ses clous pour attaquer l'âme, sa technique la plus célèbre est la résonance. Elle lui permet de clouer une partie de l'ennemi sur une poupée de paille pour infliger des dégâts massifs à distance. Lors d'un affrontement majeur à Shibuya, elle fut frappée par Mahito capable de modifier la forme des âmes, et tout le monde la pensait disparue. Cependant, une théorie suggère qu'elle était dans un centre d'entraînement secret pour reconstruire son âme. Elle est revenue lors du combat final avec un cache-œil et un niveau de puissance prodigieux. Elle a utilisé sa résonance sur le roi des fléaux à des kilomètres de distance, ce qui fut la clé de la victoire de Yuji. Passons maintenant à Maki Zenin. Son histoire commence par une anomalie, la restriction innée. Contrairement aux autres, Maki est né avec un niveau d'énergie occulte si dérisoire qu'il était inférieur à celui d'un humain ordinaire. Pour elle, voir les fléaux était impossible sans ses lunettes spéciales. Dans le clan Zenin, où la puissance occulte fait la loi, elle était traitée comme un déchet, contrairement à sa jumelle Mai. Pourtant, Maki n'a jamais baissé les bras. Malgré les bâtons dans les roues que lui mettait sa famille pour bloquer son avancement, ses prouesses physiques étaient déjà hors normes. Lors de son duel contre Miwa, cette dernière fut stupéfaite. Comment une simple grade 4 pouvait-elle dominer le combat avec une telle aisance? Mais ce n'était qu'un aperçu. Après avoir frôlé la mort face aux flammes de Jogo à Shibuya, Maki est ressorti marqué physiquement, mais habité par une volonté de fer. Le véritable tournant survient lors de son retour sanglant au domaine Zenin. Son père, dans un dernier acte de mépris, la jette dans une fosse au fléau avec sa sœur Mai, agonisante. C'est dans ce moment de désespoir qu'éclate une vérité tragique. Le sort considère les jumeaux comme un seul être. L'énergie occulte de Mai agissait comme une encre, empêchant la contrainte céleste de Maki de s'exprimer pleinement. En se sacrifiant, Mai a emporté avec elle les derniers vestiges de leur énergie occulte commune. À cet instant précis, une nouvelle Maki est née. Une guerrière sans une once d'énergie, mais dotée d'une force physique divine. Tel un démon libéré, elle a anéanti le clan Zenin, massacrant son père et les unités d'élite dans un bain de sang dont personne n'est ressorti vivant. Mais son évolution ne s'est pas arrêtée là. Pour atteindre le niveau légendaire de Toji, Maki devait encore affiner ses sens. C'est lors de la traque meurtrière, face à l'esprit vengeur de Naoya, qu'elle franchit le dernier palier. Grâce à l'enseignement atypique de Mio, elle a appris à percevoir le monde non plus avec ses yeux, mais avec tout son corps. Désormais capable de se déplacer à des vitesses supersoniques, elle est devenue invisible pour les extensions de territoire, qui ne la considèrent plus que comme un objet inanimé. Libre d'entrer et de sortir des domaines à sa guise, elle a définitivement pris sa place sur le trône de l'acier et du sang, devenant l'égale absolue de Toji Zenin. Mais même une déesse de la guerre doit faire face aux fantômes du passé, surtout quand ils reviennent sous la forme d'un jet blindé titanesque. Naoya était un homme d'une arrogance sans bornes, mais sa forme finale est une leçon sur les dangers du mépris. Après sa défaite contre Maki, il est revenu en tant que fléau vengeur, car il n'avait pas été achevé avec de l'énergie occulte. D'abord apparu comme une chenille géante au visage humain, une insulte à sa fierté, il a rapidement évolué vers une forme finale ressemblant à une turbine blindée. Sous cette forme, il fend les cieux à des vitesses supersoniques, percutant ses ennemis comme un boulet de canon. Il possède une extension du territoire, le palais lunaire de l'apoptose, un pouvoir terrifiant qui piège ses cibles dans un monde où le temps est distordu. Si vous bougez en contradiction avec ces règles, votre corps se fige avant d'exploser au niveau cellulaire. Maki a cependant percé ses ruses, prouvant que devenir un esprit ne rend pas invincible. Alors que certains esprits naissent de la fierté, d'autres naissent de la peur viscérale que les humains s'inspirent les uns aux autres. Mahito est un fléau né de la haine interhumaine, et sa forme finale est un véritable cauchemar. Son pouvoir, l'altération absolue, lui permet de remodeler l'âme d'une personne par simple contact. Il a passé sa vie à chercher la véritable forme de sa propre âme, et c'est lors de son combat contre Yuji qu'il l'a enfin découverte, le corps spirituel instantané de meurtre distordu. Il ressemble alors à un guerrier pourpre à la peau métallique et à la queue tranchante, bien plus robuste et rapide qu'auparavant.
Il peut générer des ondes de choc, et sa peau est si dure que les armes conventionnelles ricochent sur lui. Mais Yuji était son némésis parfait, car lui aussi connaissait les contours de son âme. Mahito a fini par prouver que même le monstre le plus dangereux n'est rien face à un véritable héros. Alors que certains monstres sont pétris de haine, certaines légendes sont faites d'électricité pure. Kashimo était un combattant légendaire d'il y a 400 ans, si las de la vie qu'il a accepté de traverser les âges pour affronter le plus fort. Il possédait un sort unique qu'il a économisé toute sa vie, sachant qu'il le consumerait dès son activation. Face au roi des fléaux, il a activé sa forme finale, Ambre de la bête mythologique. Ce pouvoir transmute son corps entier en électricité pure, le rendant plus rapide qu'un éclair. Il peut vaporiser n'importe quoi avec des décharges d'énergie et invoquer des tempêtes. En brûlant sa propre vie pour une seule minute de puissance absolue, il a illuminé le ciel comme un dieu du tonnerre. Mais, malgré ce sacrifice ultime, Sukuna n'a même pas eu besoin de forcer pour l'éliminer en à peine un demi-chapitre. L'électricité est une force de la nature, mais certains préfèrent le pouvoir de la chance et d'un bon pari. Akari est un étudiant qui vit pour le jeu, et sa forme finale est ce qui arrive quand on possède la meilleure chance au monde. Son extension du territoire, le joueur meurtrier, est un jeu de hasard géant. S'il décroche le jackpot, il reçoit un bonus colossal. Pendant 4 minutes et 11 secondes, une énergie occulte infinie coule dans ses veines. Durant ce laps de temps, Akari est techniquement immortel, car son corps exécute un sort d'inversion automatique et instantané. Il peut avoir le crâne broyé ou un bras arraché, tout repousse en un battement de cœur. Sa chance est telle qu'il a survécu au dieu de la foudre, prouvant que contre un jackpot infini, même les lois de la physique s'inclinent. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'Akari est l'un des seuls capables de tenir tête aux plus grands combattants, car il est impossible de l'achever. Sa forme finale n'est pas une mutation physique, mais un changement dans son rapport à la réalité. Il devient un bug dans le système, qui refuse de s'effacer. C'est un homme qui marche le sourire aux lèvres, car il sait que tant que les déroule, il ne peut pas perdre. La chance peut vous sauver la vie, mais parfois, il faut un robot géant pour faire le travail. Kokichi était un garçon né avec un corps souffrant en permanence, mais il utilisait son énergie occulte pour contrôler à distance un automate nommé Mekamaru. Sa forme finale s'est manifestée lorsqu'il a enfin soigné son corps et a pris les commandes d'un guerrier mécanique de la taille d'un immeuble, l'Ultimate Mekamaru. Ce robot était alimenté par 17 années d'énergie occulte accumulée. Il pouvait tirer des lasers dévastateurs et se mouvoir avec l'agilité d'un athlète de haut niveau. Kokichi a mené une bataille contre Mahito, utilisant chaque ruse pour survivre. Ce que peu de gens réalisent, c'est qu'il ne se battait pas seulement pour sa vie, mais pour la chance de voir enfin ses amis. Sa forme finale était une vision tragique. Un géant de métal propulsé par un cœur humain. La force d'une machine est impressionnante, mais celle d'un leader qui a perdu son chemin est bien plus dangereuse. Geto était autrefois un héros, mais sa forme finale montre ce qui arrive quand un homme bon sombre dans la noirceur. Son pouvoir, la manipulation des esprits, lui permet d'ingérer des fléaux pour les soumettre. À la fin de son périple, il en possédait plus de 4000. Son attaque ultime est l'Uzumaki, où il fusionne tous ses fléaux en une sphère d'énergie pure. Il souhaitait exterminer tous les non-exorcistes pour éradiquer les fléaux. Après sa mort face à Yuta, son corps a été possédé par Kenjaku, devenant le pseudo-Geto que nous connaissons. Sa forme finale en tant que chef de culte était un mélange de charisme et de terreur. Il a prouvé que l'ennemi le plus dangereux est celui qui est convaincu de faire le bien. La chute d'un leader peut mener à l'ascension d'un élève, et le garçon accompagné d'un spectre est devenu le copieur ultime. Yuta peut copier n'importe quel sort, et sa forme finale est le changement le plus choquant de la série. Après la chute de son mentor, Yuta a utilisé le sort de transfert de cerveau de Kenjaku pour habiter le corps de son maître et tenter une dernière fois de terrasser Sukuna avec le 6e œil et le pouvoir de l'infini. Ce que beaucoup ignorent, c'est à quel point ce changement était douloureux et risqué. Sa forme finale était un hommage à son maître et le symbole ultime du sacrifice. L'amour est la plus terrible des malédictions, et il l'a utilisé pour sauver le monde. Le sacrifice est un thème que même un homme aspirant à une vie normale a dû accepter. Nanami voulait juste un travail de bureau, mais sa forme finale a montré qu'il était un héros dans l'âme. Sa technique, le ratio, trouve un point faible sur n'importe quel ennemi. Sa position finale, alors qu'il était gravement brûlé et encerclé de monstres, fut l'un des moments les plus émouvants. Sa forme finale n'était pas une transformation spectaculaire, mais une démonstration de volonté pure et incassable. Il a prouvé qu'il n'y a pas besoin d'être un dieu pour faire la différence. Le rôle d'un héros est de protéger, et un être ancestral accomplit cette tâche depuis plus de 1000 ans. Tengen est le protecteur éternel du pays, et sa forme finale est celle d'un être ayant évolué au-delà de l'humanité. Ressemblant à un esprit doté de 4 yeux, vivant dans le pavillon des étoiles, Tengen est la source des barrières magiques du monde. Durant la guerre finale, Tengen fut capturé et transformé en arme par Kenjaku, une mutation qui menaçait de fusionner l'humanité entière en une seule entité monstrueuse. Et pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris, Tengen est une femme. Toji était un homme né sans aucune once d'énergie occulte.
Mais sa force était telle qu'il est devenu une légende. Sa forme finale s'est manifestée lorsqu'une médium a utilisé un rituel d'invocation pour ramener son information corporelle dans un nouveau réceptacle. La volonté physique de Toji était si écrasante qu'il a pris le contrôle total du corps, devenant un spectre de guerre. Il a traqué les fléaux les plus puissants de la ville avec une intensité terrifiante. C'était un homme hors des lois du Jujutsu, un fantôme qu'aucun sort ne pouvait entraver. Ce que beaucoup ne voient pas, c'est que la forme finale de Toji était un dernier cadeau pour son fils, une manière de lui montrer qu'il l'aimait à sa façon. Il a choisi de mettre fin à son propre voyage dès qu'il a réalisé l'identité de son adversaire. Toji a prouvé que même si le monde vous rejette, vous pouvez devenir une légende. Sa forme finale de chasseur-vengeur restera l'une des visions les plus sombres et les plus impressionnantes de l'univers de l'exorcisme. Enfin, nous avons le garçon qui détient la clé des ombres et l'avenir du monde. Héritier de la technique des 10 ombres du clan Zenin, Megumi peut invoquer 10 types de Shikigami, dont le plus puissant est Mahoraga. Sa technique permet aussi de se cacher dans les ombres. C'est précisément ce potentiel qui a fait de lui la cible de Sukuna. Le roi des fléaux a pris possession de son corps, a tué la sœur de Megumi et a massacré ses proches, forçant le jeune garçon à être le spectateur impuissant de sa propre destruction. Il a le potentiel pour surpasser tous les exorcistes de l'histoire, même son propre mentor. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu épique. Pensez-vous que le roi des fléaux disparaîtra un jour totalement, ou son âme attend-elle simplement que quelqu'un d'autre commette l'erreur d'avaler un doigt ?